Alors avant de voir ce que vous en pensez, tous les deux, Béatrice demande comment on mesure la toxicité des polluants dans l'assiette et comment on détermine le seuil de toxicité, professeur Narbonne. Alors on ne mesure pas la toxicité des polluants, on mesure les polluants, on dose ces polluants, alors il faut dire par des techniques de plus en plus sophistiquées, et ce qui fait qu'on trouve de plus en plus de produits à des doses de plus en plus faibles. Et il y en a d'autres que ce qu'on a déterminé là. Alors, il y en a beaucoup plus, il y a rien que des cancérigènes, il y en a sûrement un millier dans notre alimentation. Donc, si vous voulez, on détecte de plus en plus de molécules à des doses de plus en plus faibles, ce qui fait qu'on a l'impression que notre régime est de plus en plus pollué. Or, en fait, il est de moins en moins depuis des années, 30 ans à peu près, qu'on commence à prendre des mesures. Et d'autre part, la toxicité des produits ont été longtemps déterminées à partir d'études expérimentales chez le rat. Et de plus en plus, on est en train de fixer les valeurs qu'on appelle sanitaires sur des données humaines, cliniques, épidémiologiques et avec des marqueurs d'exposition et d'effet. Donc on est en train d'approximer de mieux en mieux les seuils sanitaires qui étaient, je dirais, assez théoriques quand on les mesurait à partir d'expériences chez le rat en particulier. Alors on a entendu parler du bio. Est-ce que c'est garanti sans pesticides et autres substances nuisibles, nous demande Alexandra. Alors d'abord sur la... Oui, je vais quand même parler, monsieur le professeur Narbonne, sur la direction générale des fraudes, 3% du bio contient des résidus de pesticides sur le dernier rapport. Donc beaucoup de gens pensent que le bio, il y a des pesticides, 3% en fait ne sont pas conformes. Mais je m'inscris en faux tout à fait sur l'assertion du professeur Narbonne. Il y a 30 ans, on était plus pollué. Mais montrez-moi les études et montrez-moi l'assiette d'il y a 30 ans avec les dosages actuels. Là, on est très solide. Alors je ne suis pas là pour inquiéter les gens. Au contraire, on est là pour essayer de leur donner les bons conseils pour arriver à mieux. Mais en tout cas, on est solide et notre foie est solide, et notre foie qui détoxique tout ça. Oui, mais si on vit plus longtemps aujourd'hui, c'est grâce aussi quand même à notre alimentation ou pas ? Ah ben oui, mais on vit surtout plus longtemps parce qu'on a diminué les facteurs infectieux, la néonatalité qui a diminué. Mais en termes de maladies chroniques, vous savez que les affections longue durée augmentent de 4% par an. Donc le taux de diabète, on est à 8 millions de diabète et on est à 355 000 nouveaux cas de cancer par an. Alors qu'il ne serait-ce qu'il y a 10 ans, il n'y en avait que 250 000 par an. En 10 ans, on a plus de 100 000 cas de cancer de plus. Je ne vous parle pas évidemment des troubles de fertilité, 14%, le spermatozoïde, le niveau qui a diminué de 50% en 50 ans. Donc il se passe quelque chose. Nous qui sommes médecins, on voit bien, en discutant avec les collègues, il se passe quelque chose. Alors, ce n'est pas sûrement que l'alimentation qui génère tout ça, il y a tellement d'autres polluants autour de nous, mais c'est un élément majeur, parce qu'on mange quand même matin, midi et soir. Professeur Narbonne, juste pour revenir sur le bio, il y a maintenant des études qui montrent qu'effectivement, de consommer bio n'apporterait pas un intérêt pour la santé, pour l'agriculture, certainement, pour les terres peut-être, mais pour la santé, il n'y aurait pas franchement de bénéfices. Vous en pensez quoi ? Oui, le bio diminue l'exposition aux pesticides, ça a été fait d'un facteur de 6 à 9. Donc ça, je pense que s'il y a un côté positif du bio, c'est ce côté-là, la diminution très importante de l'exposition aux résidus de pesticides, puisque par définition, le bio n'utilise pas de pesticides. Mais je comprends pas ce qui vient d'être dit là, parce qu'on parle exactement de la même chose. On a de plus en plus de maladies qui ont explosé au cours de ces 30 dernières années. D'ailleurs, je l'ai décrit très en détail dans mon livre, et on est à 15% de couples stériles, l'incidence des cancers a augmenté de façon très importante, on est tout à fait d'accord. Sauf que les concentrations, je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il n'y avait pas d'analyse de l'assiette à l'époque. Moi qui suis dans les agences sanitaires depuis plus de 20 ans, on connaît tous ces trucs-là. D'ailleurs, ça a été publié par les agences. Je ne vois absolument pas ce qu'il y a de nouveau dans cette étude, puisque tout ça, c'est dans les rapports de l'AFSA, qui s'appelle maintenant ANSES, a été décrit, et on a suivi la diminution. Qu'est-ce qu'on constate dans l'évolution de l'assiette ? Mais c'est qu'on a une très forte diminution des quantités, parce que là, on parle de nombre. Des quantités de toxiques. Alors, on parle des dioxines. On a divisé par 10 l'exposition des dioxines en 10 ans. Ça a été drastique. L'exposition des PCB a été diminuée de façon très importante. Or, il faut savoir que c'est contaminant. On trouve même des vieux pesticides interdits depuis 30 ans, parce qu'il en reste encore. C'est des produits persistants dont il reste encore. On a diminué très fortement l'exposition. Et si on ne regarde que, parce que là, on parle que du nombre, mais le nombre, c'est la dose dont il faut parler. J'ai par exemple calculé la quantité qu'il y a
a dans le lait ou dans le beurre qui est dit, on est à 500 femtogrammes. C'est-à-dire qu'on est au niveau du bruit de fond. Donc, on est extrêmement... Cette étude n'est pas affolante, on peut encore faire mieux, mais elle n'est pas affolante. Alors, il y a ces contaminants qui sont dans l'alimentation, mais ils sont à des doses beaucoup plus faibles. Et ce qui est très important, ce que j'écris d'ailleurs dans mon livre, c'est que toutes les maladies dont on parle sont des maladies qui mènent un certain temps à apparaître. Donc, si vous voulez, tous les diabètes qu'on voit aujourd'hui, tous les cancers, etc., sont des effets du pic formidable de pollution qu'il y a eu dans les années 70, où il y avait des dioxines, des PCB, des pesticides à des quantités, et des pesticides toxiques. Parce qu'il faut savoir que sur 1300 molécules qu'il y avait en 70, on n'est plus qu'à 300 molécules actives aujourd'hui. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Il y a des nouveaux défis, mais aujourd'hui, je dis qu'il y a même une grosse partie qui a été faite, et on était beaucoup plus pollué, y compris dans le sang humain, puisque quand on parle de 50 cancérigènes, ce que je dis dans mon livre, dans le sang humain, dans le cordon ombilical, il y en a 180. Des perturbateurs endocriniens, on est pratiquement à 300 aujourd'hui. Voilà. Et puis il faut pas oublier qu'il y a tous ces produits-là, ils sont aussi naturellement présents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cancérigènes naturellement dans les aliments, et des perturbateurs endocriniens, ne serait-ce que dans le soja qui est utilisé en traitement hormonal chez la femme, il y a des phytoestrogènes extrêmement importants. On va essayer de répondre aux questions quand même. Je ne donne pas de conserve à mon enfant, je cuisine avec des légumes frais, son assiette est-elle moins polluée? Alors c'est vrai ou pas? Est-ce que si on cuisine avec du frais, malgré la présence de pesticides. Oui, parce que déjà, vous savez qu'ils mettent des fongicides pour garder les aliments qui viennent de loin, pour pouvoir les garder plus longtemps. Donc, il est sûr qu'il vaut mieux consommer local. On ne va pas passer du bio demain matin en disant tout le monde va manger bio. D'abord, parce que les agriculteurs, il faut qu'ils vivent. Ils ont un problème de foncier. Vous savez qu'on perd un département de terres agricoles pas tous les 10 ans. C'est absolument gigantesque. Je comprends que l'agriculteur veuille vendre ses terres parce que des fois, ils ont une retraite misérable. Donc d'un coup, ça devient constructible. Il faut que la distribution assure aux agriculteurs un revenu décent. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font ça à perte, et c'est un problème. Il faut que le consommateur soit informé, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que tous ces toxiques il y a 30 ans, puisque soi-disant on vient de les découvrir maintenant, donc ça veut dire qu'il y a 30 ans, ils y étaient, mais on ne les avait pas dosés. Alors on continue, on sait que tous ces produits chimiques et métaux lourds s'accumulent dans notre corps, arrive-t-on à les éliminer? Si oui, comment? Vous parliez du foie tout à l'heure, qui est l'usine de détoxification de notre organisme. Est-ce que le foie arrive à éliminer tout ce qu'on mange de mauvais? Il est costaud. Vous savez que moi je me suis fait doser au PCB, ce fameux dérivé du pyralène, suite à l'étude qu'on a fait sur les consommateurs de poissons du Rhône. Vous en avez, monsieur Simès. Vous en avez aussi beaucoup. Pourtant, c'est un produit créé uniquement par l'homme. Hélas, tous les ans, ça augmente. Tous les ans, ça augmente. Donc, toujours attentant. Ça, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais ça diminue depuis 30 ans, ça diminue. Et la meilleure preuve, c'est que tous les gens... On a même des enfants qui avaient 9 picogrammes. Vous voyez, moi j'avais 20 et les consommateurs de poissons étaient à plus de 100. Donc on voit qu'il y a toujours une accumulation d'année en année. Pourquoi? Parce que ces PCB sont des polluants persistants. Ils sont toujours dans les fleuves, ils sont toujours dans les sédiments. Et vous mangez toujours des poissons, etc. On recommande de manger des poissons plutôt que de la viande. Donc cette pollution a peut-être diminué, mais elle existe toujours. Elle est toujours là. Non, mais pour revenir, alors, d'après vous, ça augmente. D'après vous, non, ça a diminué. Non, et pourtant, on va rester sur les poissons. L'exemple des poissons, c'est concret. On mange de plus en plus de poissons, puisqu'on nous recommande. Lesquels on peut encore manger sans risque. On nous recommande de plus en plus de manger du poisson, on en consomme plus, puisqu'il y a toujours ces PCB. Pourquoi il y en aurait moins dans notre corps? Non, il y en a de moins en moins. La concentration dans l'environnement a diminué de façon très importante. Alors il y a encore ce qu'on appelle des hotspots, des zones relativement contaminées, qu'on a d'ailleurs identifiées depuis très longtemps, mais pour lesquelles les pouvoirs publics n'avaient jamais pris de mesures efficaces. Par exemple, il faut savoir que j'ai fait la première valeur limite dans les poissons du Rhône en 88, sous saisie du préfet du Rhône, qui n'a jamais été appliquée. Donc, si vous voulez, on en a beaucoup parlé, mais ça veut dire qu'il faut aller chez le poissonnier. C'est la Seine qui est la plus contaminée. Il faut ne pas manger quel type de poisson, de quelle région chez le poissonnier? Il y a une étude en cours très importante, avec des milliers de dosages qui est fait pour savoir les espèces consommables. Et d'ailleurs, si on suit ça au jour le jour, on se rend compte qu'il y a des espèces qui sont interdites et des espèces au contraire qui sont autorisées en fonction des milliers de dosages, et pratiquement kilomètre par kilomètre. Il y a un argent public investi très important, qui d'ailleurs pour moi est un peu disproportionné, parce que ces poissons de rivière ne touchent que les pêcheurs, en fait, les pêcheurs loisirs.
mer, étant donné que normalement la pêche industrielle aurait dû être interdite depuis plus de 30 ans. À l'époque, les rivières alors les rivières sont très contaminées. Il y a quelques donc ça parce que c'est pas des produits qu'on retrouve sur votre marché régulièrement. Notion de géographie d'école, les rivières se jettent dans la mer, non? Deux choses. Depuis 2005, si vous allez chez votre poissonnier, l'étiquetage de l'origine est obligatoire pour qu'on puisse savoir de quelle mer est originaire. Et vous avez des cartes faites par les Nations Unies de pollution des mers. Donc on peut regarder quelles zones sont contaminées en fonction des types de contamination. Et deuxièmement, la mer la plus polluée, qui était la mer Baltique, on a interdit l'exportation dans les pays européens des poissons de la mer Baltique, qui étaient de très loin les plus contaminés. En dehors des régions, quels poissons on peut encore manger aujourd'hui sans risque? Il faut éviter les poissons de fin de chaîne alimentaire. Oui, les thons, il faut éviter le thon, l'espadon. Et vous savez qu'en baie de Seine, les sardines sont interdites et les bars sont très probablement contaminés. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ne sont pas seulement contaminés au PCB. On a même trouvé du DDT là, dans les dernières analyses que je regardais d'Ifremer dans les bars. Du DDT, du cadmium, en fait des métaux lourds, etc. Et tout cet effet cocktail. Alors là, la toxicologie n'a pas encore évalué tout cet effet cocktail colossal. Il reste quoi comme poisson qu'on peut manger? Alors, il y a une étude qui s'appelle Calypso, ça fera plaisir au commandant Cousteau, qui est sortie il y a quelques années, qui disait il faut manger du poisson une fois par semaine, ça apportera assez d'éléments nutritifs, mais il faut diversifier les espèces et diversifier les lieux d'approvisionnement. Donc, vous voyez la complexité pour les gens. Donc, vous n'allez pas me répondre, c'est ça? Les poissons les plus jeunes, c'est sûrement le mieux, mais en tout cas pas les poissons en fin de chaîne, type espadon, thon, marlin, etc. On va rester